Phạm Minh Chính prononce un discours lors d'une séance plénière du sommet spécial ASEAN-Australie. L'industrie des chemins de fer s'efforce de rénover les cars pour mieux répondre à la demande croissante de transport ferroviaire et intermodal dans le pays. En fin d'édition, découvrons comment les pagodes aident plusieurs Vietnamiens à se rapprocher du voyage vers la pleine conscience et la paix. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Ce matin à Hanoï, le président de la République, Võ Văn Thưởng, a assisté à la remise des titres d'artistes du peuple et d'artistes émérites. Pour cette 10e édition, 125 artistes du peuple et 264 artistes émérites ont été honorés. Il s'agit d'artistes talentueux qui se distinguent par leurs contributions significatives au développement des arts du pays. Dans son discours prononcé lors de la cérémonie, Võ Văn Thưởng a souligné que les artistes honorés avaient créé des œuvres remarquables, enrichissant ainsi la vie culturelle et artistique nationale, tout en reflétant la réalité du renouveau du pays. Le chef de l'État a également exhorté les artistes à continuer à promouvoir la force de la culture vietnamienne et des Vietnamiennes dans la nouvelle période. Selon lui, la mission la plus importante consiste également à encourager l'optimisme, la passion du travail, l'union nationale et la volonté de développer le pays. Aujourd'hui à Melbourne, le Premier ministre Phạm Minh Chính a prononcé un discours lors de la séance plénière du sommet spécial marquant le 50e anniversaire des relations ASEAN-Australie. Ce sommet est l'occasion pour les dirigeants des pays de l'ASEAN et de l'Australie de passer en revue les 50 ans de leurs relations, notamment depuis l'établissement du partenariat stratégique en 2014 et du partenariat stratégique global en 2021. Dans son discours, le Premier ministre Phạm Minh Chính a présenté plusieurs propositions novatrices pour renforcer les relations multiformes entre l'ASEAN et l'Australie. Il a appelé à des percées dans la coopération économique, commerciale et d'investissement, visant à doubler le chiffre d'affaires des échanges commerciaux bilatéraux dans les 10 prochaines années. Le chef du gouvernement a salué la création d'un fonds d'investissement d'une valeur de 2 milliards de dollars australiens et d'autres initiatives visant à promouvoir le commerce et l'investissement avec l'ASEAN. Il a également plaidé en faveur du développement des ressources humaines, des sciences, technologies et de l'innovation, avec des priorités accordées à l'économie numérique, la transition verte et l'économie circulaire. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a également proposé d'intensifier la confiance politique, la coopération pour créer des changements positifs dans les zones sous-développées de l'ASEAN et les échanges populaires entre l'ASEAN et les pays membres de l'ASEAN. Lors de la session restreinte, Phạm Minh Chính a proposé un droit ensemble entre l'ASEAN et l'Australie pour promouvoir une vision régionale. Premièrement, construire conjointement une région unie et résiliente, capable de résister aux chocs et aux fluctuations tant intérieures qu'extérieures. Deuxièmement, promouvoir conjointement une région qui respecte le droit international et qui se comporte selon les règles et les normes de conduite de l'ASEAN. Troisièmement, construire et façonner conjointement une structure régionale ouverte et inclusive dans laquelle l'ASEAN jouera un rôle central. À l'issue du sommet, les délégués ont adopté une déclaration sur la vision des dirigeants ASEAN-Australie, partenariat pour la paix et la prospérité, parallèlement à la déclaration de Melbourne, partenariat pour l'avenir. En marge du sommet spécial marquant le 50e anniversaire des relations entre l'ASEAN et l'Australie, le Premier ministre Phạm Minh Chính a rencontré tous les dirigeants des pays membres de l'ASEAN, du Timor-Leste, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, ainsi que le secrétaire général de l'ASEAN. Le Premier ministre leur a transmis les salutations du secrétaire général du Parti communiste vietnamien Nguyễn Phú Trọng et des plus hauts dirigeants du Vietnam.
Il a également exprimé son désir de promouvoir la coopération bilatérale, notamment dans les secteurs économiques et commerciaux, afin de surmonter les perturbations de la chaîne d'approvisionnement après le Covid-19. À cette occasion, le Premier ministre a invité les dirigeants des pays à envoyer des représentants au niveau ministériel pour assister au forum sur le futur de l'ASEAN, prévu à Hanoï en avril prochain. Une cérémonie d'inauguration des travaux de construction des tronçons Rạch Sỏi, Bến Nhất et Gò Quao Vĩnh Thuận de la route Ho Chi Minh a eu lieu mercredi matin dans la province de Kiên Giang. Le projet s'étend sur près de 52 km avec un investissement total dépassant 157,8 millions de dollars. Il est prévu qu'il soit achevé d'ici 2 ans. Une fois achevé, la route reliera des districts de Gò Quao, Hồng Dân et Vĩnh Thuận, éliminant ainsi l'utilisation de 3 ferries. Le projet devrait également stimuler le développement socio-économique et assurer la défense nationale et la sécurité régionale. Selon l'Institut vietnamien de la stratégie et de développement des transports, la demande de transport ferroviaire intermodal au Vietnam connaîtra une forte croissance dans les années à venir, pouvant atteindre 8 à 9 millions de tonnes par an. Par conséquent, l'industrie ferroviaire a élaboré un plan visant à améliorer la capacité de transport international par chemin de fer. Après avoir reçu l'approbation du gouvernement, l'industrie ferroviaire a concentré ses ressources sur la rénovation des zones d'écart afin de répondre aux besoins du transport de marchandises à travers le pays. Ces jours-ci, l'atmosphère à la gare de Khao Sa Hải Dương est remplie de bruit des machines et des équipements de construction. Avec les ressources existantes, l'industrie ferroviaire a rénové les gares afin qu'elles puissent servir au transport de marchandises. L'avancement du projet est très bon. En 1 mois, nous avons achevé la construction de la route d'accès et les fondations de l'entrepôt ont été posées. Nous terminerons bientôt cette étape afin de pouvoir exploiter les cargos d'ici le 30 avril. Après cette étape, la phase 1 du projet de rénovation et de modernisation de la gare de Khao Sa sera mise en œuvre. Une fois terminée, la superficie du chantier sera augmentée à 10 000 m², qualifiée pour les opérations de fret internationales. Lorsque la gare de Khao Sa sera agrandie et modernisée, elle deviendra une porte d'entrée portuaire pour le transport de marchandises. Il s'agit d'une condition favorable au développement socio-économique de la province de Hải Dương associée à la production ainsi qu'à la consommation de biens auprès des entreprises et des investisseurs. Avec de tels avantages, le projet de rénovation et de modernisation de la zone de la gare est fortement soutenu par la province de Hải Dương. Cette localité a envisagé un plan visant à dégager le site et à accorder davantage de terrain pour agrandir la gare et le parc de marchandises conformément au plan. Dans les temps à venir, le réseau ferroviaire comptera 3 gares pouvant effectuer les procédures douanières d'exportation, à savoir la gare de Kep à Bắc Giang, la gare de Song Thần à Bình Dương et la gare de Khao Sa à Hải Dương. Cela aide l'industrie ferroviaire à atteindre son objectif de transport international de marchandises de 4 à 5 millions de tonnes par an, soit 4 à 5 fois plus qu'aujourd'hui. Au 20 février, le total des investissements directs étrangers a atteint plus de 4,29 milliards de dollars. C'est une augmentation de 38,6% en glissement annuel. Les fonds décaissés des projets d'IE sont estimés à 2,8 milliards de dollars, soit une hausse de 9,8% sur 1 an. Le taux de nouveaux capitaux est très élevé et le nombre de nouveaux projets est particulièrement important. Afin d'attirer davantage de grands investisseurs au Vietnam, le gouvernement s'efforce d'accélérer l'avancement des projets d'infrastructure à grande échelle et d'élaborer des guides concernant la loi foncière amendée, tout en développant des ressources humaines de haute qualité. L'intérêt pour les produits de l'élevage vietnamien tels que la viande, les œufs, les laits et les nids d'oiseaux est en hausse et leur valeur augmente régulièrement sur différents marchés. Au cours des 2 premiers mois de l'année 2024, les exportations de produits de l'élevage ont bondi pour atteindre 78 millions de dollars, soit une augmentation de 15% par rapport à la même période de l'année précédente.
Les prévisions suggèrent une augmentation significative des exportations de cette industrie dans les années à venir. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a prédit que si le Vietnam parvient à conclure un protocole d'exportation de viande de volaille avec la Chine et éventuellement à négocier à l'avenir pour le porc, le chiffre d'affaires annuel des exportations de produits de l'élevage pourrait atteindre plusieurs milliards de dollars. Cela ouvre des perspectives prometteuses pour cette industrie. Selon les prévisions de l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de fruits de mer, les stocks de fruits de mer sur les principaux marchés, comme la Chine, l'UE et les États-Unis, diminueront dans les mois à venir. En conséquence, le prix à l'exportation des produits de la mer devrait augmenter progressivement à partir du deuxième trimestre de cette année. Il s'agit d'une opportunité pour le secteur aquatique du Vietnam de stimuler ses exportations, et en particulier vers des marchés à forte demande comme la Chine. Au cours des premiers mois de l'année, la Chine est devenue le deuxième marché d'exportation de produits de la mer du Vietnam, avec un chiffre d'affaires en janvier multiplié par 3 en glissement annuel. Les exportations de crevettes et de porc asus ont presque quadruplé. Auparavant, les exportations de produits de la mer vers la Chine étaient principalement transportées par voie routière, par des régions frontalières comme les provinces du Guangdong, du Guangxi et du Yunnan. Mais actuellement, les exportations par voie maritime représentent une part très élevée. Cela contribuera à aider les produits vietnamiens à pénétrer plus profondément en Chine continentale. Le marché chinois sera la principale cible de l'industrie des produits de la mer cette année. Actuellement, la Chine a réduit ses importations en provenance de l'Équateur en raison de la hausse des prix. Cela ouvre des opportunités pour nous au premier semestre de cette année. 2024 apporte également de nouvelles opportunités pour l'industrie vietnamienne des produits de la mer. En effet, la Chine achève l'examen juridique pour signer le plus tôt possible le protocole sur l'importation de fruits de mer vietnamiens capturés dans la nature. Le Vietnam produit environ 1000 tonnes de langoustes chaque année. Les deux pays ont convenu de créer des conditions permettant aux langoustes vietnamiennes d'entrer sur le marché chinois si les exigences en matière d'hygiène vétérinaire et de quarantaine alimentaire sont respectées. Saisir les nouvelles tendances de consommation, accroître l'accès au marché et se concentrer sur les produits d'exportation de grande valeur seront la clé pour que les produits de la mer vietnamiens augmentent leur part de marché sur des marchés potentiels comme la Chine. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. À partir du 7 mars, le delta du Mekong connaîtra de graves intrusions d'eau salée à marée haute. Les prévisions indiquent que du 7 au 13 mars, une concentration saline de 4 grammes le litre pourrait atteindre 50 à 60 km à l'intérieur des terres, à partir des estuaires des rivières Vam Co Đông et Vam Co Tây. Il pourrait également pénétrer jusqu'à 40 à 50 km dans les rivières Cửa Tiểu, Cửa Đại, Hàm Luông, Cổ Chiên et Hậu, et de 37 à 45 km dans la rivière Cai Lớn. L'intrusion d'eau salée de cette année devrait être plus intense que la moyenne annuelle. Il est donc conseillé de stocker de l'eau douce à marée basse pour répondre aux besoins de la population et de l'agriculture. Le Vietnam compte actuellement environ 200 000 hectares de forêt de mangrove s'étendant de la province de Mong Cái au Cap Cà Mau. Malgré les catastrophes naturelles et la pollution de l'environnement, ces zones ne cessent de croître. Dans la province de Quảng Ninh, qui possède la plus grande superficie de mangrove de la région du Nord, au cours de la dernière décennie, ces forêts sont gérées et protégées par les habitants, ce qui apporte de grands avantages à la communauté.
Dans la commune de Dom Rouy du district de Tiên Yên, chaque fois que la marée descend, Madame Vinh va ramasser les escargots. Au cours des 12 dernières années, la vie de sa famille et celle de nombreux foyers ici ont beaucoup changé. En appliquant des méthodes de pêche durables, ils peuvent gagner entre quelques centaines de milliers, voire millions de dong par jour. Je ne récolte que les gros escargots et non les petits pour qu'ils continuent de grandir. Il y a 12 ans, cette zone était un marécage où les gens faisaient de l'aquaculture. Cependant, grâce au mouvement de plantation de mangroves, elle est devenue la vaste forêt qu'elle est aujourd'hui. Nous avons appelé les habitants à protéger la forêt de mangroves. Nous avons également créé des groupes de gestion pour protéger la forêt. Dans de nombreuses localités, les forêts de mangroves sont souvent plantées et entretenues par des conseillers de gestion forestière. Mais à Quảng Ninh, il y a 10 ans, en plus de ces solutions, les autorités locales ont permis à la communauté et aux individus de participer à la plantation et l'entretien des forêts de mangroves. La protection et le développement des forêts de mangroves ont créé des moyens de subsistance pour les populations grâce à l'exploitation durable de la pêche. Ce modèle contribue également à promouvoir le tourisme dans la province. La collaboration des autorités à tous les niveaux et des individus a facilité la croissance de la forêt de mangrove. Ce modèle a également assuré les moyens de subsistance des populations et les a protégés des effets néfastes du changement climatique et des catastrophes naturelles. Pendant 2 années consécutives, 2022 et 2023, une entreprise japonaise a été classée par Nikkei Asia et le Financial Times comme l'une des entreprises à la croissance la plus rapide en Asie-Pacifique. Cette entreprise était leader dans la catégorie des aliments et des boissons. Sa particularité est l'accent mis sur les spécialités vietnamiennes. Et plus intéressant encore, cette idée est venue d'un Japonais. Mori Kazuki est un homme d'affaires dans le domaine du conseil en investissement. Après son mariage, il s'est tourné vers la production de plats vietnamiens. Son épouse a suscité en lui l'amour pour la cuisine vietnamienne. Les plats vietnamiens sont délicieux mais sont des aliments importés. Ma femme était autrefois très triste de ne pas pouvoir acheter de mortadelle vietnamienne pour le thé en raison du manque d'approvisionnement. J'ai donc eu l'idée de produire des plats vietnamiens au Japon. En conséquence, Mori et sa femme sont retournés plusieurs fois au Vietnam pour découvrir les plats traditionnels. Parmi les nombreuses spécialités vietnamiennes, ils ont décidé de produire des mortadelles vietnamiennes. Nous avons beaucoup échoué car la mortadelle vietnamienne est très difficile à produire. Le Japon a des normes très strictes en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire. Par conséquent, nous devons garantir la qualité de la source de viande lors de la fabrication. Outre la qualité de la viande, les machines de l'usine fonctionnent également selon les normes japonaises. Cette machine, par exemple, est comme une radiographie pour détecter les corps étrangers dans les aliments. Tout ce qui ne répond pas aux normes sera éliminé. Les mortadelles vietnamiennes répondant aux normes seront pesées et cuites à la vapeur. L'usine de Mori produit actuellement environ 1 tonne de mortadelles vietnamiennes chaque jour. Il tente de faire découvrir ce plat aux Japonais. Les Japonais ne savent pas comment manger les mortadelles vietnamiennes. C'est pourquoi je présente ce plat dans les foires et les supermarchés pour qu'ils puissent les déguster. Et j'ai également ouvert un restaurant pour les présenter. Je suis fier que nos produits soient disponibles dans plus de 2000 supermarchés japonais. Mon fils et moi aimons manger des banh mi avec des mortadelles vietnamiennes. J'achète aussi des rouleaux de printemps pour que ma famille les mange avec du riz bento ou des spaghettis. Mori et sa femme font la promotion de la cuisine vietnamienne au Japon. En outre, ils contribuent également à connecter la communauté vietnamienne à l'étranger. Pour de nombreux Vietnamiens, les pagodes sont associées au souvenir d'une vie rurale paisible, aidant les gens à soulager la fatigue et les difficultés de la vie quotidienne.
C'est également le lieu où les gens envoient leurs vœux pour une vie meilleure, heureuse et prospère. Il y a aussi beaucoup de gens qui aiment aller dans les pagodes pour trouver un état de paix, ce qui leur permet de comprendre plus profondément la valeur de la paix. Dans ce chapitre, le Vietnam en un clin d'œil, découvrons comment les pagodes aident plusieurs Vietnamiens à se rapprocher du voyage vers la pleine conscience et la paix. Il s'agit d'une séance de pratique quotidienne à la pagode Ngoi du district de Ha Dong à Hanoï. Une retraite spécialisée dans la récitation du nom de Bouddha et l'écoute des discours du Dharma. Les personnes âgées prient pour la renaissance, tandis que les jeunes souhaitent cultiver le mérite. Chaque personne a une aspiration différente, mais tous visent la libération et la pureté. Lorsque je suis entrée dans cette pagode et que j'ai posé mes pieds sur le sol en marbre, la sensation de fraîcheur m'a fait ralentir et j'ai fait plus attention à mes pas. Je marchais doucement pour adorer Bouddha avec le cœur le plus respectueux. Quand je vais à la pagode, je sens plus clairement mes pieds, je sens chacune de mes respirations, je fais chaque pas pour adorer Bouddha. À ce moment-là, je me sens très paisible. Lorsque l'esprit est en paix, il y a en moi une énergie positive, à partir de laquelle je peux accepter tous les événements qui surviennent dans la vie avec amour et joie. Le son de la cloche de la pagode et le sermon du moine, ainsi que le son des gens chantant Amitabha Bouddha, ont vraiment touché mon cœur. Plus j'écoute ces sons, plus je comprends les leçons karmiques. L'espace de la pagode apporte aux gens liberté et paix. Je ne laisse plus les difficultés de la vie quotidienne m'affecter. Par conséquent, chaque fois que je reviens de la pagode, je me sens plus forte. J'ai de nouvelles pensées et mon mode de vie change positivement de jour en jour. Après une séance de pratique de près de 4 heures, bouddhistes et pèlerins ont dégusté ensemble des repas végétariens. Des grains de riz rouillants parfumés aux plats sophistiqués dans l'assiette. Tout est créé grâce au travail humain. Exprimer sa gratitude avant les repas est donc devenu un rituel indispensable. Avant de manger, il faut réciter le nom de Bouddha. Chaque chant du nom de Bouddha nous aide à être reconnaissants envers les chefs qui préparent des plats délicieux. Pendant les repas, il faut manger en pleine conscience. Cela nous aide à ressentir notre nourriture plus profondément. Grâce à cela, je sais partager et faire preuve de compassion. Lors du voyage vers la pratique de la pleine conscience, en éveillant les sens, de nombreux pèlerins aiment se rendre dans des pagodes aux paysages poétiques et aux espaces calmes. La pagode à Tao Sac, située sur les rives du lac de l'Ouest, en est un exemple. La brume d'encens donne l'impression que la scène de la pagode est un lieu d'errance. La chose la plus importante pour moi lorsque je vais à la pagode est de rendre hommage au Bouddha, en particulier au Bodhisattva Avalokitevara. J'ai remarqué que ses oreilles étaient très épaisses et longues. Ses oreilles devaient écouter de nombreuses prières des êtres sensibles. Je suis également impressionnée par les yeux tolérants et compatissants de Bouddha. J'aime beaucoup les sons autour de la pagode. Quand la cloche sonne, tout semble s'arrêter, j'ai l'impression d'être soulagée. Entendez-vous la cloche du temple sonner ? La diffusion du son de la cloche dans l'espace est douce et pénétrante, comme si les gens absorbaient progressivement la sagesse du bouddhisme. En entendant la cloche, on ressent tout d'abord un sentiment de paix et de joie. La paix pour tous les êtres sensibles et la joie associée à la libération. Le son de la cloche nous rappelle de vivre avec profondeur.
J'ai envie de vivre une vie plus aimante, d'abord avec les membres de ma famille et mes amis, mais aussi avec ceux qui n'ont pas une vie comme moi. Ce n'est que lorsque l'on est éclairé sur les valeurs de la vie et reconnaissant de ce que l'on a, que chacun trouvera la paix et la sérénité dans l'âme. C'est aussi la raison pour laquelle, depuis de nombreuses générations, les pagodes vietnamiennes sont devenues un trait d'union entre la religion et la vie. Voici tout de suite les prévisions météorologiques dans les principales villes du pays. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Au revoir et à la prochaine.